Tu écoutes Parole de Soi, un podcast intime et sans filtre. Des histoires pour se reconnaître et se sentir un peu moins seul. Parole de Soi, des mots simples pour des cœurs complexes. Bienvenue à toi pour ce 3e épisode du podcast Parole de Soi. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end et que tes semaines se sont également bien déroulées. Je pense que pour beaucoup, ça a été la rentrée, soit au travail, soit scolaire. Donc j'espère vraiment que tout ça s'est bien passé pour toi. Et aujourd'hui, je te retrouve justement pour un épisode spécial qui tombe très bien pour cette rentrée scolaire. Donc, comme tu as pu le voir sur le titre, je vais te parler du commencement de mes études. Et oui, parce que je commence tout juste mes études à l'université et j'ai 26 ans. Dans quelques mois, je vais avoir 27 ans. Donc c'est parti, installe-toi bien, mets tes écouteurs si tu es dans la voiture ou n'importe où. En tout cas, j'espère que cet épisode va te plaire. Et surtout, si tu as des questions après ce podcast, n'hésite pas à m'écrire via mon adresse email sur mon blog qui s'intitule Parole de Soi. Je vais mettre le lien dans ma bio sur Spotify pour que vous puissiez vraiment, que tout le monde puisse retrouver. Je vais mettre le lien dans la bio sur Spotify pour que tu puisses retrouver le blog facilement et m'écrire. Alors c'est parti, on y va, je vais te raconter tout dans les détails. Alors, on va commencer par le commencement parce que je pense que toute histoire a un bon début et la mienne, elle en a un très bon. Donc, on va vraiment aller très très loin en arrière et on va reprendre à l'école primaire. Donc, je vais pouvoir un peu te raconter mon ressenti sur l'école primaire, etc. Alors, la première chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est que j'ai toujours détesté l'école. Voilà. Je n'étais pas du tout dans ce mood, je n'étais pas scolaire, je n'aimais pas ça, je n'aimais pas quitter la maison et aller à l'école avec de nombreux enfants, etc. C'était très difficile pour moi étant donné qu'en plus, ça on l'aura su bien plus tard, mais au début, pendant des années, c'était inconnu, mais j'ai toujours été un peu différente des autres, je me suis toujours sentie différente et plus tard, il s'avéra que j'ai été diagnostiquée HPI, donc haut potentiel intellectuel. Et je pense que du coup maintenant quand je regarde un peu en arrière, je me dis c'est pour ça que je me suis toujours un peu sentie à part et j'ai eu du mal à vraiment m'intégrer dans des groupes d'amis, etc. J'avais vraiment que quelques amis de mon côté et voilà. Donc je pense que ça peut expliquer bien des choses. Enfin bref, du coup, l'école primaire, alors j'ai pas eu de soucis particuliers, je n'ai pas été harcelée, j'ai eu de la chance, contrairement à d'autres où j'ai pu entendre des histoires comme ça, ou même voir des gamins se faire harceler à l'école. Ça n'a pas du tout été mon cas, donc de ce côté-là, ça a été plutôt cool. Mais en fait, ce que je n'aimais pas, c'était tout simplement rester assise dans une salle de classe pendant des heures. Je n'aimais pas la rigidité en fait du programme, de l'emploi du temps. Et puis bien sûr, à cette époque, on vivait dans une maison de campagne que j'adorais, qui est vraiment... mon rêve, c'est de pouvoir racheter un jour cette maison de campagne. Pour les vacances, que ça soit un pied-à-terre en France, mais du coup on avait un grand jardin, j'avais mon chien, mon chat, donc c'était beaucoup, on avait des petites poules aussi au fond du jardin, donc pour moi c'était beaucoup plus amusant d'être à la maison, de jouer avec mon petit frère dans le jardin avec les poules et le chien que d'aller à l'école. Et puis j'ai eu une passion aussi entre-temps qui est née, qui est l'équitation. Un jour j'ai fait 2 baptêmes poney. J'avais bien aimé, mais pas plus que ça. Mais c'est vraiment quand on est passé en voiture devant un centre équestre que j'ai demandé à ma grand-mère. Je me souviendrai toujours, on est passé devant et j'ai dit « Attends, arrête-toi ». On est descendu, on a visité un peu le centre équestre et c'est là que j'ai demandé à m'inscrire en fait pour faire du cheval. Et puis c'est une passion qui a commencé, je ne sais pas si toi tu connais ou si tu connais des personnes qui font de l'équitation, mais en tout cas c'est une passion qui
qui te colle à la peau toute ta vie. Donc une fois que tu commences, c'est terminé, tu ne peux plus t'arrêter. Et puis c'est ce qui s'est passé avec moi. Et puis à l'âge de 8 ans, ma grand-mère m'a offert mon premier poney pour Noël. Je me souviendrai toujours de ce Noël. Mon poney était dans mon jardin, on avait des petites dépendances en fait, et on avait aménagé, enfin ma grand-mère du coup avait aménagé un box. Donc on allait chercher le copeau ensemble, on mettait le copeau, le foin, et je l'ai eu, il avait 6 mois. C'était un petit poney qui s'appelait, enfin il est toujours vivant d'ailleurs, il s'appelle Tango, il a une dizaine d'années aujourd'hui. C'est vraiment le poney de mon cœur, de mon enfance, puisque c'était vraiment mon premier poney. Donc Tango a vécu dans mon jardin, je crois, jusqu'à ses 1 an ou quelque chose comme ça. Et c'était vraiment génial parce que les matins, avant d'aller à l'école, donc je rappelle, j'avais seulement 8 ans, je me levais plus tôt pour justement aller ouvrir le box de Tango. Alors avant, je lui donnais son petit seau de granulés, hein, comme c'était un bébé, il avait une alimentation spéciale. Donc je lui donnais son petit seau de grains. Et puis sa petite boule de foin. Et en attendant, je ramassais tous les crottins dans la sure. Hop, hop, hop. Je remettais de la nouvelle sure. Et quand il avait fini, j'ouvrais la porte de son box. Et puis, Tango partait faire sa vie dans le jardin. Et puis, ensuite, j'allais à l'école. Alors, je te laisse imaginer à quel point j'étais pas du tout concentrée quand j'étais à l'école parce que je ne pensais qu'à mon poney. Et je ne voulais qu'une chose, rentrer chez moi et retrouver mon poney dans mon jardin. Et du coup, le midi, je rentrais à l'école. On a eu beaucoup de chance avec mon frère parce que ma grand-mère a quitté son travail pour pouvoir s'occuper de nous afin qu'on ne soit pas obligé de manger à la cantine, d'aller à la nounou très tôt le matin et de rentrer très tard le soir. Donc, on a eu ce privilège de pouvoir manger à la maison tous les midis. Donc, ma grand-mère venait nous récupérer. Tout de suite, moi j'arrivais en trompe à la maison, je courais direction le jardin, je retrouvais mon petit poney et je me souviens même que je prenais mon assiette et j'allais manger avec lui dans le jardin, je m'asseyais et puis je lui racontais ma vie, comment s'était passée la matinée à l'école, etc. Donc c'était vraiment super fun. Et le soir, rebelote, je retrouvais Tango, je le brossais, je m'occupais de lui, je préparais son box pour la nuit, je lui redonnais à manger, je l'enfermais dans son petit box et puis au dodo. Et tous les jours, c'était comme ça. Le week-end et le soir, on allait le promener à pied avec ma grand-mère. C'est vraiment des souvenirs que j'ai qui sont absolument magiques et fantastiques. Et je suis vraiment reconnaissante pour ce que ma grand-mère a fait en fait à ce moment-là pour moi. Et pour tout ce qu'elle a fait en général. Mais oui, je me souviens vraiment de cette période où, voilà, faut se mettre dans la peau d'une gamine de 8 ans qui a commencé l'équitation il y a quelques années en arrière, il y a 4 ans en arrière et qui a son premier poney qui en plus vit dans son jardin. C'est du délire, c'est vraiment c'est le rêve. Donc voilà, j'étais pas du tout dans ce mood de l'école et puis je me souviens que j'avais demandé à ma maman à quel âge on avait le droit d'arrêter l'école et elle m'avait dit c'est 16 ans légalement ici mais voilà, il faut aller à l'école, il faut passer son bac. Alors moi, tout ce que j'ai retenu, c'est 16 ans, je peux quitter l'école. Donc dans ma tête, j'avais 8 ans, mais dans ma tête, à 16 ans, j'attendais mes 16 ans pour pouvoir quitter le système scolaire. Donc voilà pour le petit chapitre sur l'école primaire. Et puis ensuite, on avance et puis on passe au collège. Transition collège. J'ai pas vraiment le souvenir que ça a été vraiment une grosse transition, difficile. Je sais que pour certains, c'est une transition qui est difficile. Moi, je l'ai pas trouvé. Bon, il y avait beaucoup plus de monde. Après, l'avantage, c'est que j'étais dans un collège de campagne. Hein, donc, on était quoi, je pense, 500 élèves ou quelque chose comme ça. C'était pas gigantesque. Mais ça fait quand même beaucoup de monde. C'est un peu intimidant. Mais après, voilà, pareil au collège, j'ai pas eu de soucis de harcèlement ou quoi que ce soit. Donc ça a été relativement cool. Disons que j'avais en règle générale, pendant toute ma scolarité, en fait, j'ai eu de très bonnes relations avec mes camarades. J'ai pas eu de soucis. Bon, il y a eu quelques jalouses et quelques jaloux par-ci par-là, mais bon, c'est rien de méchant. Je m'attardais vraiment pas sur ce genre de personnes mal dans leur peau. Hein. Donc voilà, non, j'ai eu des bons copains, des bonnes copines, c'était plutôt sympa, mais en fait, ce qui n'était pas sympa, c'était juste de devoir travailler, etc.
Le collège, ça a été assez désastreux en revanche pour moi parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà, j'ai vraiment, je plains mes profs à ce moment-là parce que j'ai été très difficile, j'ai été une élève très dissipée, une élève qui répondait, qui défiait l'autorité. Euh, J'étais très, comment on appelle ça, euh, je n'ai plus le mot, mais ça va me revenir à la fin du podcast quand j'en aurai plus besoin. Mais j'étais, voilà, disons que j'étais un peu une tête brûlée, que je n'avais pas peur des adultes, je n'avais pas peur de l'autorité. Et j'ai un peu, voilà, j'ai testé les limites, j'ai poussé un peu le bouchon loin à un certain moment. Donc ça s'est résumé à beaucoup de mots dans le carnet, beaucoup d'heures de colle, beaucoup de sanctions, et puis des notes qui n'étaient pas mirobolantes, hein. Alors il faut savoir que moi je n'ai jamais fait mes devoirs, c'est-à-dire que je rentrais à la maison, je jetais mon cartable et je faisais mon goûter devant la télé et je restais devant la télé toute la soirée. Aussi loin que je me rappelle, je n'ai jamais fait de devoirs de ma vie. À partir du collège jusqu'au lycée, je n'ai pas fait mes devoirs et pourtant je n'ai jamais redoublé parce que par je ne sais quel miracle, je réussissais toujours à avoir 11-12 de moyenne, donc ils étaient obligés de me faire passer en fait. Voilà, donc j'écoutais pas en cours, je faisais pas mes devoirs, mais j'arrivais à avoir 11-12 de moyenne quand même générale. Donc je pense que c'est un peu ça qui m'a sauvée. À ce moment-là, donc l'école ne m'intéresse toujours pas, j'attends tout simplement les récréations et le self pour aller manger. Voilà, meilleure partie de la journée. Et puis surtout, j'ai commencé. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui lisait des livres. Ma maman et ma grand-mère m'avaient acheté une grande bibliothèque déjà quand j'étais petite, avec beaucoup de livres. Donc, elles nous ont vraiment élevés avec mon frère et incité à lire des livres. Et j'ai vraiment eu cette passion que j'ai encore aujourd'hui pour la lecture. Donc je lisais beaucoup de livres. À ce moment-là, je lisais un livre par jour. C'était des livres quand même bien épais. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je faisais parce que aujourd'hui, j'arrive même pas à finir un livre en une semaine. Tellement je n'ai plus le temps. Mais à ce moment-là, je lisais. Je me rappelle, j'avais ma petite lampe et tout dans ma chambre. Je lisais toute la nuit. Enfin, c'était une dinguerie. Et puis j'ai commencé à me prendre aussi de passion pour l'écriture. Et j'ai commencé à écrire des histoires à la main. Bah oui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les iPads, les ordi portables, etc. Enfin, nous, on avait un ordi à la maison, mais c'était tout. Donc, j'écrivais à la main avec mes feuilles doubles et puis mon petit stylo plume. J'ai commencé à écrire des histoires. Et là, par contre, c'est là qu'on m'a perdue, je pense, parce que, au lieu d'écouter les cours et d'écrire ce que le prof écrivait sur le tableau, moi j'écrivais tout simplement, j'écrivais mes histoires sur mes pages doubles. Et puis voilà, j'ai été prise dans ce truc. J'ai eu des profs relativement sympas au collège. Je me rappelle pas avoir eu de profs méprisants ou quoi que ce soit. En revanche, des profs plutôt cassants et pas très optimistes, dans le sens où moi je voulais partir sur une filière S, étant donné que je voulais être vétérinaire à ce moment-là, quand j'étais en 5e. Et je me rappellerai toujours que mon prof principal, qui était un prof de français, avait convoqué ma maman et m'avait dit il va falloir faire quelque chose parce que au vu de son dossier scolaire et au vu de ses capacités, alors il avait bien dit au vu, même pas juste au vu de mon dossier scolaire, hein, il avait vraiment dit que c'était mes capacités. Donc j'étais intellectuellement incapable d'être vétérinaire. Il a dit il va falloir vraiment lui faire comprendre que c'est pas une option pour elle, elle ne pourra pas faire S, elle ne pourra pas être vétérinaire. Elle n'a pas les capacités de le faire. C'est quand même dur, hein, quand on se rend compte, en 5e, on a quoi 13 ans, 12-13 ans, de dire à un gamin de 12 ans qu'il n'est intellectuellement pas capable de faire quelque chose parce que les notes ne suivent pas. Et moi, je reprends toujours cette image, c'est une image des... Je crois que c'est... je perds mes mots aujourd'hui, c'est incroyable. Einstein, voilà, qui avait dit on peut pas demander à un poisson si on demande à un poisson en fait d'escalader un arbre, il pourra pas. Et on peut pas dire que c'est parce qu'il est idiot, c'est juste qu'il est pas dans son élément.
Et j'aime beaucoup cette image parce qu'avec les enfants à l'école, c'est exactement la même chose. Il y a des enfants qui sont pas scolaires et il y a des enfants qui sont qui n'ont pas, pardon, les mêmes centres d'intérêt, mais tout de suite on va les catégoriser, on va leur mettre des étiquettes. Lui est nul en maths, elle est nulle en français, donc lui va être littéraire, elle va être scientifique, lui fera ça, elle fera ça. Mais en fait, qui vous êtes pour dire à des gosses ce qu'ils vont faire dans leur vie? Et vraiment, le système éducatif de ce côté-là pour moi, est vraiment pourri, dans le sens où je trouve qu'on n'encourage pas assez les enfants, on les aide pas à prendre confiance en eux et on leur colle des étiquettes qui vont rester sur eux toute leur vie. Et moi, maintenant, ça m'horripile. Je l'ai vécu, je vois ça encore au quotidien et je ne supporte pas. Donc c'est quand même, quand je prends du recul et que je me rends compte des conversations du prof principal avec ma maman, c'est dur parce que du coup, dans ta tête, à 12 ans, tu te dis ok, donc en gros, je suis pas assez intelligente, je suis une trop nulle, je peux pas faire vétérinaire, c'est au-dessus de mes capacités mentales. Enfin, on peut pas, c'est pas possible de mettre ça dans la tête d'un gosse de 12 ans, quoi. Donc c'était le discours qu'on avait eu. Et ma maman m'avait dit, il faudra que tu réfléchisses à faire autre chose et tout. Après, t'as le temps, t'as tes stages en troisième, tu verras, nanan. Mais voilà, le vétérinaire, c'est mort. Alors moi, il faut savoir que j'en ai toujours eu rien à secouer de ce que les gens pensaient. Même étant petite, j'ai toujours été quelqu'un avec une personnalité extrêmement déterminée, extrêmement rêveuse. Donc si j'ai quelque chose dans ma tête, si j'ai envie de faire un truc, quoi qu'il arrive, je vais le faire, peu importe ce que les gens disent. Donc j'ai gardé en tête mon projet de devenir un jour vétérinaire. Donc sur ça, on continue d'avancer, je continue de faire mon collège, je passe en quatrième, en troisième, je fais toujours pas mes devoirs, je fais toujours la pitre à l'école, etc. Je me suis quand même un peu calmée à partir de la quatrième. On prend de la maturité, j'imagine, donc on est un peu moins foufou et puis on apprend un peu plus à respecter l'autorité des adultes. La crise d'ado passe un peu plus. Donc, mais voilà, toujours aucun cahier d'ouvert, aucune note de prise. Enfin, moi, j'allais vraiment à l'école. Pour revenir en arrière à ce moment précis et recommencer. 3 feuilles doubles qui se battaient en duel dans mon sac à dos, qui étaient toutes cornées. Et c'est tout. Hein. Et puis, arrive ensuite le lycée. Donc, le lycée, j'étais pas du tout enthousiaste d'aller au lycée, surtout que l'été d'avant, j'étais allée aux États-Unis, donc je revenais des États-Unis. Donc, j'ai parlé, si tu n'étais pas là pour les épisodes précédents, dans l'épisode numéro 1, je te parle de mon expérience pendant mon premier voyage aux États-Unis qui a totalement changé ma vie. Donc, j'arrive au lycée alors que j'ai vu le lycée des États-Unis, la vie aux États-Unis, et moi, je n'ai plus qu'une idée en tête, c'est d'aller vivre aux États-Unis. Donc, le lycée, ça m'intéresse pas trop, mais j'ai 15 ans, je me dis, allez, faut que je m'accroche et que je force un peu. Et qui sait, peut-être qu'un jour, le goût des études va me prendre. Eh pas du tout. Parce que j'ai vraiment fait une année catastrophique. J'avais une classe plutôt dynamique, un peu turbulente quand même. Après voilà, j'ai eu des élèves sympas dans ma classe, aussi loin que je me souvienne. Il y a eu quelques histoires et je pense que ça m'a aussi bien saoulée vers la fin de l'année. Il y a eu pas mal de drama. Et il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui fuit les conflits. Je n'aime pas du tout les conflits. Alors, je n'ai pas peur du conflit, c'est-à-dire que s'il y a conflit et qu'il faut que je mette mon nez dedans pour remettre les choses au point, les pendules à l'heure, je vais foncer tête baissée et par contre, je vais bien te remettre les pendules à l'heure. Donc, autant pour moi que pour les autres, vaut mieux que je sois pas dans un conflit. Mais en revanche, je n'aime pas ça. Moi, je suis quelqu'un de très chill, de très calme. Enfin, j'aime bien en fait avoir une vie paisible, avoir gardé ma paix intérieure. J'aime bien les relations qui sont tranquilles, qui sont simples, authentiques. Et c'est vrai que tous ces dramas qu'il y avait eu au lycée, moi ça me stresse et j'ai horreur de ça. Donc en partie pour cette raison que j'ai manqué beaucoup de cours par la suite. Il faut savoir que j'allais presque pas à mes cours. Je séchais énormément au lycée pendant cette année de lycée.
Ça a été vraiment désastreux. J'ai pas du tout travaillé non plus, donc je prenais pas de notes, je faisais pas mes devoirs. Hein. Et puis je continuais le cheval en plus à côté, donc mon cheval était littéralement à l'écurie, il était à 15 minutes du lycée. J'y allais à pied souvent entre les cours. Et voilà, pour moi, je me disais, mais j'ai mieux à faire que de rester assise entre quatre murs comme ça toute la journée. Et c'est pour ça que ça a été un désastre. Et que en fait, j'ai compris qu'on pouvait sécher. Et que j'ai séché, et séché, et séché. Et voilà, c'est bien. Ce podcast n'est pas un exemple à suivre. J'aurais dû faire une mention spéciale au début. Attention, warning. Ce podcast n'est pas une incitation à reproduire le même schéma de scolarité. Non, parce que franchement, moi, ma sœur vient de rentrer en 6e. Je ne lui ai jamais raconté ce que j'ai fait en 6e. Et je ne lui raconterai jamais. C'est-à-dire que, voilà, si même un jour je viens avoir un enfant, il ne sera pas au courant de ma vie passée. Enfin, c'est hors de question. Je ne suis pas en train de raconter ça en disant waouh, franchement, j'ai eu la coupe de la plus mauvaise élève et la plus indisciplinée des élèves. Non, absolument pas. Donc, je suis pas en train. Voilà, je fais une aparté pour bien dire que je ne suis pas en train de te dire ça pour dire que je suis un modèle à suivre. Pas du tout. Au niveau. C'est ma vie, je te confie simplement, voilà, ma scolarité, mais je sais que, voilà, c'était pas... Mais pour moi, à ce moment-là, ça me semblait juste, parce que je n'étais pas du tout intéressée aux études. Moi, tout ce que je voulais, c'était aller m'amuser, aller faire du cheval, lire des livres chez moi et passer du temps avec ma grand-mère et mon frère. Voilà, c'était tout ce que je voulais. Donc au final, j'ai manqué énormément de cours et puis vient ce moment redoutable où tout le monde doit choisir sa filière et à l'époque, oulala, j'ai l'impression d'être un dinosaure, à l'époque, nous avions la filière SES et S en général. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça marche au lycée. J'ai entendu que c'est un peu différent, mais je comprends pas trop le système. Voilà, puis je m'en fiche très clairement, puisque de toute façon, je n'habite plus en France. Mais moi, j'avais coché S, parce que je sais même plus ce que je voulais faire à ce moment-là. Mais je m'étais dit, si je continue mes études, c'est en S. J'ai été recalée, bien évidemment. Alors pareil, hein, j'ai eu la moyenne. Hein. J'avais une moyenne de 12 et quelques, il me semble. En revanche, ils m'ont refusé la S parce que j'ai manqué trop de cours et que j'avais pas un comportement qu'ils jugeaient apte à aller en filière scientifique. Donc on m'a gentiment proposé un parcours pro. Et en particulier STMG. Alors je sais pas si aujourd'hui ça existe encore STMG, je saurais même pas vous dire ce que ça veut dire STMG. C'était apparemment un truc facile, voilà, pour on envoyer les gamins en STMG pour les gosses, je pense, qui se faisaient recaler comme moi. Moi j'ai dit non, moi j'ai dit c'est soit S, soit... Ou alors ils voulaient que je retape ma seconde pour aller en S après. J'ai dit non, je vais pas retaper, je vais pas aller en STMG non plus, donc j'arrête. Au grand désespoir de ma maman qui voulait absolument que j'ai au moins mon bac, j'ai dit non. J'ai dit moi, j'ai 16 ans, depuis que j'ai 8 ans, j'attends ce moment pour pouvoir me barrer du système scolaire. Et à 16 ans, c'est ce que j'ai fait, j'ai quitté l'école. En revanche, ma maman m'a dit, c'est très bien, très bien, très bien. En revanche, tu vas travailler. Donc, y a eu cet arrangement où j'ai été obligée de m'inscrire en boîte d'intérim. Et à 16 ans, j'ai commencé à travailler et à goûter au monde du travail. Cauchemar. Franchement, moi j'étais contente, entre guillemets, parce que je préférais aller travailler qu'aller à l'école. Mais voilà, j'ai un peu vu des dingueries et vécu des dingueries dans le monde du travail, surtout quand on a 16 ans. Et du coup, c'est ma maman et ma grand-mère, parce que j'avais pas le permis, hein, évidemment, à 16 ans, qui, avec leur emploi du temps chargé, parce qu'elles travaillaient toutes les deux, m'emmenaient à mon travail, à droite, à gauche, parce qu'étant donné que c'était de l'intérim, c'était toujours différent. Et du coup, je me rends compte, en fait, c'est vrai qu'en parlant maintenant, je me rends compte du sacrifice qu'elles ont fait. Parce que, c'est fou, hein, je suis vraiment en train de me rendre compte de trucs en même temps que je te parle, là. Je me dis, mais c'est incroyable parce qu'elles travaillaient et elles arrivaient à m'emmener et me récupérer au boulot quand même, en plus de leur travail à elles.
Et sur le coup, moi, je me suis pas rendu compte de ça. Et aujourd'hui, là, quand je t'en parle, je me dis, mais... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, c'est moi qui ai choisi de quitter l'école. Mais elles, ça les a pas arrangées du tout parce que du coup, j'étais pas... En fait, c'était pas une obligation qu'elles avaient de m'emmener comme ça au travail. Parce que si j'avais continué l'école, je prenais le bus comme d'habitude et voilà. Donc je me rends compte que autant ma maman que ma grand-mère m'ont vraiment soutenue dans ce choix, même si c'était pas ce qu'elles espéraient. Et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Faudra que je les remercie. Ça va sortir de nulle part. Mais en fait, merci de m'avoir emmenée au boulot de mes 16 ans à mes 18 ans. Elles vont se dire, mais pourquoi tu nous dis ça maintenant? C'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Mais du coup, oui, je me rends compte que c'était pas du tout un dû, mais qu'elles l'ont fait quand même. Donc, oui, voilà. Petit aparté encore une fois. Il y a beaucoup d'apartés aujourd'hui, hein. Alors, on va essayer de continuer pour pas faire trop d'apartés. Du coup, voilà, je commence à travailler, je fais du cheval à 100%. Encore une fois, ma grand-mère, j'ai eu la chance. Par la suite, j'ai eu 2 autres poneys et un cheval de sport fantastique qui a été toute ma vie. Euh, et du coup, j'ai fait des concours, des entraînements. Et puis, en parallèle, j'ai continué à voyager. J'ai continué à faire mes voyages tous les ans aux États-Unis. J'ai eu la chance de découvrir le Danemark, la Suède. Je suis allée en Suisse, en Belgique, beaucoup en Espagne également. Donc voilà, j'ai découvert des cultures. Bon, l'Espagne, je connaissais déjà, mais la Suède et le Danemark, ça a été vraiment un de mes meilleurs voyages. Je vous recommande, je recommande vraiment. Si tu n'es pas allé en Suède ou au Danemark, c'est facile d'accès, c'est pas très loin. C'est incroyable. C'est une destination fantastique. Je te recommande d'y aller comme moi au mois de juillet parce que du coup, c'est là où il y a la lumière du jour reste quasiment tout le temps. L'hiver, ils ont très peu de soleil. Mais l'été, c'est fantastique. Donc voilà pour de mes 16 ans en fait à mes 18 ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de choses différentes dans le travail, dans la restauration, j'ai fait de l'hôtellerie, de l'usine, différents magasins en caisse, mise en rayon. Je suis en train de réfléchir à d'autres choses que j'ai pu potentiellement faire. Ouais, beaucoup comment être host pour des événements, etc. Voilà, j'ai fait pas mal de petites choses, donc ça m'a permis un peu de toucher à tout et de tout découvrir. Et puis, à 17 ans, j'ai fait donc un autre voyage aux États-Unis et la famille du coup de mon oncle, chez qui j'allais tous les ans. Ils m'ont parlé du bac aux États-Unis et puis ils m'ont dit, tu sais, c'est un bac que tu peux passer. Alors ça s'appelle un GED. Le bac en fait aux États-Unis, c'est bac général, ils n'ont pas de filière. Et ils m'ont dit, ce GED, tu peux le passer à n'importe quel moment. Et avec ça, tu as accès à l'université. Et moi, j'ai écouté que d'une oreille, mais j'avais envie de dire, j'ai pas du tout envie. Moi, je veux faire du cheval. Et en plus, à ce moment-là, je voulais faire aussi du cinéma. Je me suis vraiment, parce que j'ai continué d'écrire des histoires, et j'avais vraiment envie de faire du cinéma. Donc, pour moi, il me parlait du bac, etc. Là, du GED, je disais, non merci, ça ne m'intéresse absolument pas. Et puis, du coup, c'est passé aux oubliettes. Et à 18 ans, je fais un stage de sélection pour la fameuse école à Paris, les Cours Florent, qui est une école de théâtre. Et après ce stage, je suis prise pour intégrer les Cours Florent à Paris. Donc j'ai 18 ans, ma grand-mère se sacrifie pour pouvoir me payer l'école. Et je fais au final, au lieu de faire 3 ans, je ne fais seulement que 18 mois. Donc je vais te parler un peu de mon expérience parce que je ne sais pas si tu es quelqu'un qui est intéressé par le monde du cinéma, du théâtre. Mais j'aimerais bien vraiment pouvoir parler des Cours Florent. C'est une école qui a un très gros renom. Pierre Ninet sort des Cours Florent. Les Sœurs Lamy, d'ailleurs mon professeur de première année, ça a été un des profs des Sœurs Lamy. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs français connus, Paul Mirabel, qui sortent des Cours Florent. Très franchement, c'est très surcoté.
il y a 2 écoles à Paris. Donc la première année, j'étais dans une vers Jaurès. Et la deuxième année, je ne me rappelle plus où elle était. Mais alors, c'est des quartiers de Paris qui sont vraiment pourris et pas bien fréquentés. C'est flippant, voilà, très franchement c'est flippant. Un jour le directeur a fait toutes les classes un matin pour nous prévenir qu'il y avait un Gugus qui se baladait avec une arme blanche dans les rues et qui avait déjà poignardé 8 personnes, que les policiers étaient en train de lui courir après pour essayer de l'attraper, mais voilà, il nous disait, du coup ça s'est passé proche du métro que vous prenez tous pour venir, donc voilà, je veux juste vous avertir de faire attention. LOL. D'accord, donc voilà, c'est un peu les quartiers dans lesquels les écoles étaient, donc vraiment pas bien. Les lignes de métro que je devais prendre pour y aller, en plus, c'était un calvaire. Calvaire, calvaire, calvaire. Ensuite, le matériel était pas toujours à disposition, il était pourri, les salles de classe étaient pourries, enfin c'est très délabré, il n'y a rien qui a été retapé. Et la qualité des cours, voilà, moi je suis désolée, mais j'ai pas apprécié beaucoup de cours dans cette école. Les profs, on dirait qu'ils sont vraiment là, alors que pourtant on paye tous les mois, hein, c'est une école privée, c'est quand même un coût. Et les profs ont l'impression qu'ils sont là juste parce qu'on les paye, ils balancent leurs cours et voilà. J'ai eu un prof qui a été très cassant, qui a été très dur. J'étais dans une classe avec majoritairement des Parisiens et des gens du Sud, donc un peu snob bobo, hein, et moi je viens de Bourgogne. Le premier jour, on a dû présenter un court monologue. À la fin de mon monologue, le prof devant toute ma classe me dit « Alors toi, on peut pas te louper, tu viens de la campagne, on l'entend direct dès que tu ouvres la bouche, ton accent là, va falloir s'en débarrasser, c'est moche. » Aïe. Voilà, devant toute la classe, ça a fait rire tout le monde évidemment, ça a été très humiliant, je me suis sentie très très mal et en fait, personne ne m'avait fait remarquer que j'avais un accent bourguignon quand je parlais. Et apparemment ça s'entendait, donc j'ai dû travailler sur ça, gommer mon accent, parce que à l'école, dès qu'on a un accent ou quoi, forcément on te le fait disparaître, même si c'est un accent du sud, etc. Parce que pour faire du théâtre ou du cinéma, c'est un français neutre, sans accent. Donc leur job, c'est de te faire gommer ton accent si tu arrives avec un accent. Enfin bref, j'ai pas vraiment eu une bonne expérience au cours Florent. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau des profs et des élèves, entre les élèves. Je vous fais pas de dessin, mais il y a beaucoup de penchants malsains, pervers, au niveau du travail en classe, etc. Ouais, il y a vraiment eu des choses bizarres qui se sont passées et moi ça m'a pas plu. Donc la deuxième année, j'ai du coup passé encore un examen pour pouvoir, parce qu'après on choisit, soit on continue sur théâtre et on finit donc ces 3 ans sur théâtre, soit on part en comédie musicale, soit on part en cinéma. Donc moi j'ai auditionné pour passer en cinéma, j'ai été prise, j'ai fait 6 mois et j'ai dit j'arrête. Moi je peux pas continuer comme ça, c'était de pire en pire. Je me suis retrouvée dans des situations où je me suis pas sentie à l'aise. Je me suis pas sentie... c'était juste pas mes valeurs, c'était pas mes principes. Et surtout, je me suis dit, c'est pas ça le cinéma en fait. Moi, je veux pas faire du porno. Hein. Je veux dire, voilà, je suis un peu directe avec toi, mais voilà, je vais pas tout raconter dans les détails, ce qui s'est passé, etc. Pendant les cours, mais c'est très malsain et moi, je suis comme ça. Si je me sens mal quelque part ou si je me sens mal dans une discussion, etc., que je sens que ça me met mal à l'aise et voilà, j'ai pas envie, je pars. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai été convoquée chez le directeur qui adorait mon travail, etc. et qui était très déçu et qui me disait mais tu vas louper des occasions, t'as quelque chose, t'as du talent, tu bosses, il y a vraiment quelque chose à exploiter. Si tu pars comme ça maintenant, comment tu vas finir de te former? Tu vas rater une opportunité de pouvoir lancer ta carrière, nanan. Mais j'ai dit, ouais, mais c'est comme ça, je m'en vais quand même. Et du coup, je suis partie et je suis restée à Paris quand même 2 ans de plus. J'ai ramené mon cheval de sport et puis je me suis investie de plus en plus dans le cheval au point où j'ai fait du concours international. J'étais en concours toutes les semaines, 4 à 5 jours par semaine.
J'ai travaillé dans l'écurie, je montais 8 à 9 chevaux par jour, des chevaux qu'on entraînait pour la vente et le concours. Donc voilà, je me suis mise vraiment à fond dedans et je me disais, ben tiens, potentiellement j'aimerais être cavalière professionnelle, faire les championnats et puis ben qui sait, grimper, hein, parce qu'à ce niveau-là, de toute façon, on cherche tous la même chose, c'est faire les championnats et puis un jour pouvoir intégrer les Jeux Olympiques. C'est très dur, c'est très restrictif, c'est un milieu qui est très injuste et ça, je m'en suis rendu compte. Et c'est pour ça, j'ai vu que voilà, il y avait beaucoup de manque de respect au niveau des chevaux. Il y a une ambiance aussi un peu bizarre au niveau des cavaliers, c'est un peu particulier. Mais moi, ce qui m'a surtout un peu saoulée, c'est l'injustice, dans le sens où c'est celui qui a le plus d'argent qui va avoir le plus de possibilités, parce que tu vas pouvoir acheter des chevaux extrêmement chers et extrêmement bons. Donc même si tu es un cavalier pitoyable, si tu as un bon cheval, ben, tu vas quand même réussir à t'en sortir. Et puis bah, toi, à côté, tu as peu de moyens, tu as juste un cheval, parce qu'il y a des gamines, elles arrivaient avec un piquet de 4 chevaux, donc voilà. Et toi, bah, t'as qu'un cheval, donc bah, t'es obligé de vraiment organiser ton week-end de CSI pour faire en sorte que ton cheval se repose quand même entre les épreuves, mais qui garde quand même comment dire, le truc d'être en concours et d'être prêt, etc. Enfin, il y a tout un truc qui fait que c'est épuisant, c'est décevant du coup quand on rentre bredouille d'un concours. C'est des concours qui sont coûteux, qui coûtent plus de 500 € pour le week-end, sans compter le logement, la bouffe sur place et il y a plein de choses en plus. Donc je me suis rendu compte que j'avais pas envie vraiment de continuer là-dedans parce que déjà j'avais pas les ressources financières pour et que il y en a qui n'ont pas de ressources financières mais qui se font repérer et à qui on confie des chevaux. Mais il faut vraiment avoir des bons contacts, il faut faut être patient, etc. Et moi j'en ai eu marre. J'ai vu des choses dans l'écurie où j'étais aussi, où ça cravachait des jeunes chevaux de 5 ans au point de les faire saigner. Moi j'en ai été malade. Hein. Moi j'en ai été malade. Même aujourd'hui j'y pense, je me rappellerai toujours de ce grand dadais, là il s'appelait Elvis, un très grand cheval, il avait 5 ans, c'était un jeune cheval. Très très grand. Et il était d'une gentillesse, mon Dieu. Oh là là, d'une gentillesse. C'était un cheval qui sortait d'un pré, je crois. Il y avait Elvis et Presley, donc un deuxième Presley. Pareil, donc des jeunes, ils ont tout le temps vécu ensemble dans un pré. Et là, le propriétaire s'était réveillé, il voulait qu'on les travaille pour les revendre. Mais c'est des chevaux qui n'ont jamais rien fait. Et on leur met une selle, un mort dans la bouche, on leur demande d'aller sauter des barres. Enfin, ils étaient perdus, quoi. Et je m'occupais d'Elvis, tous les jours c'est moi qui le montais, et un jour j'ai une collègue qui l'a pris avec le coach pour aller le faire sauter. Et le cheval savait pas ce qu'on lui demandait. Et elle est revenue, elle me l'a donné comme ça pour que... Elle me dit, bah tiens, puisque c'est ton chouchou, tiens, je te le laisse. Elle m'a jeté les rênes. Et je lui ai dit, mais ça s'est passé comment? Elle me dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est con ce cheval, il sait rien foutre et tout, c'était super drôle, mais ouais, voilà, il a bien transpiré et tout. Donc je le prends, je le ramène dans son box, et là je vois ses flancs, en fait, qui saignaient, quoi. Ils l'ont massacré à coups de trique. Et j'en ai pleuré dans le box avec lui, je l'ai pris dans mes... Enfin, les larmes me montent parce que... Moi, ça me rend malade, en fait, qu'on traite des animaux comme ça. Et je revois sa tête. Il était tellement gentil, ce cheval, ça me... Donc, j'en ai pleuré dans le box, je m'en suis bien occupée, je l'ai bien chouchouté. Et en fait, je me rappelle que je lui ai même dit, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée de ce qui t'arrive. Enfin, moi, ça m'a rendu malade parce que je me dis, le cheval n'a pas demandé à être là. On le met dans un box, on le matraque à coups de trick parce qu'on lui demande de faire quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais fait. Et c'est vraiment cette atmosphère dans le sport qui m'a dégoûtée, c'est que les gens veulent faire de l'argent, il n'y a plus de respect du cheval, c'est à la chaîne, c'est une usine, c'est même plus un être vivant, c'est une marchandise qui est là pour être vendue, montée et faire de l'oseille. Et moi ça m'a dégoûtée parce qu'avant d'être amoureuse du sport, je suis tombée amoureuse du cheval. Et moi c'est juste regarder un cheval dans les yeux, en 5 secondes, tous mes soucis s'en vont, quoi. Le cheval, c'est tellement un être pur, c'est tellement un être majestueux qui apporte une paix mentale et spirituelle
que je pouvais plus. Donc j'ai pris mon cheval et je suis partie. On est reparti en Bourgogne et j'ai dit non, moi je peux pas vivre dans un environnement comme ça où on fait du mal aux chevaux et puis qu'on rigole en plus, quoi. Enfin, parce que ça les amuse, hein, ils passent des bons moments. Donc j'ai dit non. Donc je suis retournée vivre en Bourgogne et puis j'ai fini par déménager en Isère parce que la Covid avait tué tous les commerces quasiment de ma ville. Un peu difficile de trouver du travail après la Covid. Donc je pars vivre en Isère et je travaille dans la restauration. Donc j'ai déménagé tout le monde, mon chien, mon cheval, même ma grand-mère qui est venue vivre avec moi. Et puis après j'ai trouvé un job dans le tourisme, une résidence touristique. Mais j'avais toujours en tête ce rêve de vivre aux États-Unis. J'avais juste aucun moyen de pouvoir aller aux États-Unis à cause du visa. C'était très compliqué. Et puis arrive 2024 où j'ai eu une idée qui m'est venue comme ça, de faire au pair. Ah oui, alors avant, j'ai oublié, on va retourner un tout petit peu en arrière, juste avant que entre les cours Florent et mon déménagement en Bourgogne. J'ai eu quelque chose en moi, vous savez, une petite voix des fois qui vous parle et qui vous dit des trucs. Je ne suis pas folle, hein, je ne suis pas schizophrène, mais vous savez, des fois on dit oh, faudrait que je m'écoute parce qu'on a ce truc qui nous parle. Voilà, que je reste claire. J'ai eu cette petite voix qui m'a dit passe ton bac. Moi sur le coup j'ai dit bah non, en fait j'ai 21 ans, j'ai pas que ça à faire de réviser et enfin je n'arriverai jamais, c'est pas possible, j'ai loupé tous mes cours, toutes mes années de lycée, je fais comment pour passer mon bac? J'ai pas voulu et pendant 3 mois, tous les jours je me réveillais, il y avait un truc qui me disait passe ton bac, passe ton bac, passe ton bac. J'ai dit bon allez. Je me suis rappelé du GED, donc le bac américain, dont on m'avait parlé quelques années en arrière. Et je me suis dit, ben moi je passe le bac, mais pas le bac français, parce que ça va être beaucoup trop long à réviser et à préparer. Le bac américain est un peu plus facile, donc je vais partir sur ça. Donc j'ai révisé seulement pendant 3 mois, mais alors à fond, hein. Je révisais 6 à 8 heures par jour pendant 3 mois non-stop. Donc 4 matières qui étaient maths, donc littérature, histoire et qu'est-ce que j'oublie Oh punaise, il y avait 4 matières. Je ne me souviens plus. Enfin bref, 4 matières, je révise, je prends un avion, je pars aux États-Unis pendant 1 mois et demi et je m'inscris du coup pour passer mon bac en candidat libre pendant une épreuve. Donc je vais au lycée là où je devais passer mon épreuve et c'est une journée, j'ai passé donc mes 4 épreuves en une journée, ça a été 8 heures d'examen avec une pause de 30 minutes au bout de 4 heures. Comment vous dire que j'étais en PLS. À la fin de la journée, je n'arrivais plus à lire en anglais. Genre mon cerveau s'en mêlait, les lettres étaient toutes mélangées, c'était une horreur. J'essayais de me mettre des claques et de me dire allez tiens le coup, cette dernière ligne droite, foire pas tout, continue. Et puis j'ai eu mon bac. Avec en plus la meilleure moyenne, ça a été en maths, alors que toute ma vie on m'a mis l'étiquette que j'étais nulle en maths. Meilleure note, meilleure moyenne, c'était les maths. Donc là, c'était vraiment... J'ai été très contente, en fait, d'avoir ce bac quand même, parce que je comptais pas faire d'études, hein, toujours pas. Mais je me suis dit, en fait, mes profs avaient tous tort. Tous ceux qui ont dit que j'étais pas scolaire, que j'étais nulle, que j'étais pas assez intellectuelle pour le faire, ils ont tort, parce que j'ai révisé 3 mois. Je suis allée prendre mon bac comme ça, au talent, et j'ai eu mon bac. Donc ça a été une victoire personnelle qui m'a fait un peu prendre confiance en moi et en ma capacité intellectuelle d'étudier, etc. Enfin bref, on revient en 2024 quand je décide de partir du coup aux États-Unis faire au pair. Donc là, je vais être assez bref parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Il faudra à l'occasion que je fasse un podcast si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse sur mon expérience d'au pair, les démarches, ce qui s'est passé, etc. Parce que j'ai fait une première famille à San Francisco qui a été un véritable désastre et je suis restée 8 mois avec eux. Et en fait, j'ai demandé ce qu'on appelle un rematch, ça veut dire on demande à changer de famille. Donc soit la famille, soit l'au pair peut faire cette demande. Et là, en l'occurrence, c'est moi qui ai fait la demande. Donc voilà, je ne vais pas expliquer dans ce podcast parce qu'on est déjà à plus de 40 minutes, on ne va jamais y arriver.
Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je pourrai organiser du coup un enregistrement de podcast sur mon expérience d'au pair. Donc j'ai demandé un rematch pour changer de famille et ce rematch a été un enfer sur terre. Pendant 3 semaines, ça a été terrible. Ça m'a mis vraiment une grande volée, on va dire, et j'ai un peu remis ma vie en question. J'ai fait une grosse introspection, je me suis vraiment posée et me suis dit ok, il va falloir faire le point sur ta vie maintenant. Et en fait, je me suis sentie un peu fatiguée, mais aussi, au moment où j'ai fait le point sur ma vie, je me suis juste rendu compte que j'avais fait tout ce que j'avais envie de faire, que j'avais expérimenté tout ce que j'avais envie d'expérimenter, et que là, maintenant, j'en avais marre de vivre dans de la, comment dire, dans du chaos un peu, parce que j'étais un peu un papillon qui volait à droite à gauche. Et je me suis dit, là, en fait, je ressens le besoin et l'envie de me poser et de faire un métier qui me plaît réellement. Et c'est là que je me suis dit, je vais reprendre mes études. Enfin, pas reprendre, du coup, parce que je les ai jamais commencées. Donc, je vais commencer mes études. Et j'y ai réfléchi quelques jours quand même. Et je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de m'engager là-dedans? Et je me suis dit, ouais, j'ai trop envie d'étudier. Donc j'ai appelé ma grand-mère, on a discuté, je lui ai dit écoute, il y a un métier qui m'intéresse depuis que j'ai 18 ans, c'est avocate, et ça a vraiment toujours été dans le coin de ma tête de faire des études de droit parce que c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Et là, j'ai dit à ma grand-mère, j'ai dit je pense que c'est le moment, je me sens en fait, en fait c'est comme si j'avais l'impression que j'avais vécu tout ce que j'avais besoin de vivre et d'apprendre tout ce que j'avais besoin d'apprendre. Et là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ma vie, en fait. D'avoir fait... Alors que tu vas me dire, mais il y a encore plein de choses à faire. J'ai plein de pays que j'ai pas encore vus, plein de choses que je n'ai pas encore essayées. Mais de mes 16 ans à mes 26 ans, j'ai fait le point et j'ai ressenti que j'avais fait énormément de choses. La dernière fois, j'en parlais avec une copine, elle me dit mais c'est archi drôle parce que quand tu me parles, j'ai l'impression que tu as eu 15 vies, tu t'es réincarné 15 fois quoi. Tellement j'ai fait des trucs différents, variés, divers en l'espace de 10 ans. Et du coup, voilà, j'ai expliqué à ma grand-mère que là, j'avais vraiment envie de me poser et d'étudier, d'apprendre quelque chose de nouveau et d'en faire un métier. Et puis de bien gagner ma vie, surtout pour pouvoir profiter ensuite derrière. Donc, il a fallu réfléchir. Les études aux États-Unis, c'est extrêmement cher. Donc, je me suis dit, pour faire avocate, parce que moi, je voulais quand même travailler aux États-Unis, je voulais pas être avocate en France, il y avait ce parcours possible de faire sa licence et son master en France et ensuite faire un LLM. Ça s'appelle, c'est 1 an, du coup, dans une école de droit aux États-Unis, où pendant 1 an, tu rushes parce que tu dois apprendre toute la loi de l'État. Et ensuite, tu peux passer l'examen du barreau, faire tes stages et travailler aux États-Unis dans un cabinet d'avocats. Donc j'ai dit, c'est plutôt pas mal. C'est 6 ans d'études et en plus, la dernière année, je peux aller aux États-Unis. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Super. Donc je m'inscris à la Sorbonne parce que bien évidemment, il faut avoir un dossier impeccable. Plus ton dossier est fort, plus tu vas avoir des opportunités bien payées en tant qu'avocate. Donc je me suis dit, la Sorbonne, c'est parfait. J'ai été recalée. Voilà. Pour résumer, parce que mon dossier apparemment n'était pas assez intéressant. Donc j'avais envie de dire, je serais ravie, je serais curieuse de savoir à quoi ressemble un dossier d'un étudiant de 18 ans qui sort du lycée. Enfin, je vois pas en quoi son dossier est plus intéressant que le mien, mais bon, pourquoi pas. Donc j'ai été très énervée, je leur ai écrit un bon mail quand même, ça servi à rien, mais au moins j'ai évacué ma colère et je leur ai dit ce que je pensais. Et puis voilà, j'ai dit super. J'ai dit c'est génial. Du coup, toutes les autres universités, parce que moi, comme quelqu'un d'intelligent, j'ai uniquement postulé à la Sorbonne au lieu. Voilà, ça se voit que j'ai pas l'habitude de faire des études, c'est-à-dire que en général, les gens ils envoient leur dossier à plusieurs universités, puis ils vont là où ils sont pris. Moi non. Moi, j'ai focalisé que sur la Sorbonne. Donc les deadlines, c'était mort. Les autres universités prenaient plus les dossiers évidemment pour la rentrée. Donc j'étais un peu désespérée, je me suis dit, je peux pas me permettre à 26 ans, sur 6 ans d'études, perdre 1 an, quoi, c'est énorme, j'ai pas envie d'être diplômée à 40 ans. Donc c'était un peu décourageant,
Et puis, ma nouvelle famille à Seattle, donc dans l'État de Washington, je leur en ai parlé. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu commencerais pas tes études ici ? Et tu ferais tes études ici. Et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Ça se trouve, c'est une opportunité que j'ai de pouvoir commencer mes études ici et de pouvoir du coup continuer. Il faut savoir que ma famille d'accueil ici est incroyable. Ils vont me garder encore. Ils m'ont dit que je pouvais rester avec eux aussi longtemps que je voulais, rester chez eux, etc. Ils vont m'aider pour mon visa, etc. Pour l'année prochaine encore. Enfin, j'ai une opportunité de ouf parce que on a une relation incroyable et ils veulent que je continue à m'occuper de leurs enfants et à rester avec eux. Donc, je me suis dit, ça serait quand même débile de ne pas saisir cette opportunité, surtout qu'avec le visa que j'ai actuellement, je paye moins cher pour mes études. Donc, j'ai dit, allez go, je fonce. Donc, je me suis inscrite à une université, donc dans une banlieue de Seattle, pour faire mes 2 premières années de licence. Ça s'appelle un community college, c'est un collège de communes. Donc c'est pas l'université de Washington qui est là. Dans chaque état, vous avez une grosse université, l'université d'Arizona, l'université de Washington, l'université de New York, et les petits, donc community college, les petits universités autour. Et en fait, l'avantage de ces petites universités, c'est que c'est moins cher. Et en fait, mais ils ne diplôment pas les étudiants d'une licence. C'est-à-dire que c'est soit vous faites, on appelle des certificates, donc c'est 2 ans. Par exemple, quelqu'un qui veut faire du paralegal, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est quelqu'un qui est secrétaire en cabinet d'avocat. Il fait 2 ans de certificate et ensuite il est diplômé et il peut avoir un bon salaire et travailler dans un cabinet d'avocat. Et ils font ça sur plusieurs métiers, pour plusieurs études, ou alors vous faites 90 crédits, donc qui équivaut à 2 ans, qui sont tes 2 premières années de licence, ensuite qui sont transférables dans une université de ton choix pour finir tes 2 années de licence. Aux États-Unis, une licence, c'est 4 ans. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite pour des crédits transférables, donc 90 crédits. Donc, je me suis inscrite en licence de criminologie, quelque chose que j'ai vraiment voulu faire aussi depuis un moment. Et puis, voilà, j'ai ma rentrée là. Le podcast là va être posté, on est mercredi, mais du coup j'ai eu ma rentrée lundi. Et je suis là, je pars pour donc 2 ans dans cette université. Et dans 2 ans, je vais transférer mon dossier à l'université de Washington pour finir mes 2 années de licence. Et ensuite, il faudra que je postule dans des écoles de droit pour faire mes 3 années de droit et passer l'examen du barreau. Donc, c'est là que tout commence pour moi. À 26 ans, je commence mes études. Juste pour finir, pour faire cette conclusion, parce que c'est un gros podcast, là, aujourd'hui, un gros épisode. Ce que je voulais partager avec toi, en fait, pourquoi je t'ai raconté toute ma vie comme ça, et qu'on est passé par des sentiers différents les uns des autres. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillée. Tout ce que je voulais dire pour cette conclusion, c'est que les choses se font en temps et en heure pour chacun. Il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours. Il faut rester ouvert et optimiste et tu verras que la vie est de ton côté et qu'elle te guidera toujours là où tu dois être. Et ce n'est pas parce que tu fais les choses différemment ou que tu fais les choses plus tard que les autres que ça veut dire que tu es en retard. Qui a décidé qu'on devait faire ses études tout de suite après son bac? Ça fait des années que c'est comme ça et c'est pour ça que ça reste comme ça. Chacun a un parcours de vie unique et différent et ça ne veut pas dire que le tien n'est pas bon. Et moi, j'ai eu beaucoup de réflexions blessantes vis-à-vis d'amis, entre guillemets, de parents d'amis, de parents de mes parents qui ont fait des réflexions vraiment méchantes, très, très indélicate vis-à-vis de ça. Et tout le monde, j'ai eu des moqueries également, etc. On m'a dit des choses dures que je ne ferai jamais rien. Il y avait des copains qui partaient qui étaient en études d'ingénieur
qui ont quand même dit, alors que j'étais à table avec eux, hein, je ne sais pas si c'était au courant que je les entendais, mais j'étais juste à côté d'eux, je faisais partie du dîner. Hein, et ils ont dit, de toute façon, l'oral ne se fera jamais notre salaire. Déjà, ils avaient déjà le rire bobo, là, des gens tête à claque, voilà. Les ingénieurs, là, vous voyez, voilà. Hein. Bah, c'était le rire qu'ils avaient déjà à ce moment-là, et ça les a fait rire, et moi, j'étais là, c'est très sympa, voilà. Du coup, on en reparlera là dans 7 ans. Je leur enverrai mes fiches de paye pour qu'ils puissent comparer un peu. Je pense que c'est moi qui vais rigoler là de façon bobo à ce moment-là. Mais ça fait mal en fait, c'est blessant et on se pose des questions. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais est-ce que je fais le bon choix, etc. Et en fait, aujourd'hui, je commence mes études à 26 ans. Je regarde en arrière et je me dis, mais je ne regrette pas un jour de ma vie ces 10 dernières années. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de dire ce que je dis aujourd'hui. Mais je peux t'assurer, si tu étais devant moi, je te regarderais droit dans les yeux et je te dirais que je ne regrette pas un jour de ma vie. Et ça, c'est quelque chose vraiment, je ne vis pas dans les regrets parce que je n'ai aucun regret. J'apprécie chaque minute de ma vie. J'apprécie chaque minute de ma vie passée. Et je suis reconnaissante pour tous les choix que j'ai faits. Parce qu'en fait, sur le coup, on ne se rend pas compte. Mais dans la vie, chaque décision qu'on prend, c'est une pièce de puzzle qu'on ajoute à un grand puzzle. Sauf que quand tu commences un puzzle, tu ne vois pas ce que ça va donner. Tu regardes pas la boîte en carton, évidemment, où il y a le modèle. Si on te donne juste un puzzle comme ça et que tu commences à construire les pièces, tu te dis, mais c'est long, c'est dur, cette pièce va pas là, tu es obligé de la changer, c'est des décisions, c'est énervant, faut être patient, et tu te dis, mais ça sert à quoi? Ça se trouve, le puzzle va être dégoûtant, quoi, il va être moche, laid. Et en fait, tu te rends compte qu'à la fin, tu te retrouves avec un puzzle magnifique. Ta vie, c'est la même chose. Ta vie, c'est un puzzle. Tu mets des pièces petit à petit. Et malgré le fait que tu ne voies pas le résultat tout de suite, ça ne veut pas dire que le résultat va être dégoûtant. Il faut que tu fasses confiance au processus. Il faut que tu fasses confiance en ta personne, en toi-même, en ton instinct. Et que tu fasses les choses que tu ressens de faire. Et moi, mes richesses, elles se trouvent vraiment dans mes expériences et dans les rencontres que j'ai faites. Tout au cours de ma vie. Je suis peut-être pas riche matériellement encore. Ma vie se résume à, je pense qu'on peut mettre toute ma vie dans 2 cartons, littéralement. Et c'est pas grave. J'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, j'ai pas de diplôme encore, puisque je commence. J'ai pas de choses comme ça. Mais moi, mes richesses, elles se voient pas. Mes richesses, elles sont dans mon cœur et dans ma tête. Et pour moi, ça vaut tout l'or du monde et ça vaut toutes les Porsche du monde et toutes les villas ou les maisons ou n'importe quoi. Et je pense qu'à l'heure actuelle, je suis là où je suis et je suis qui je suis grâce aux rencontres que j'ai faites, grâce aux expériences que j'ai eues et grâce à mes choix. Et mon parcours est très atypique. Je n'ai pas fait ce que la société nous dit de faire. Je n'ai pas fait ce que mes autres camarades ont fait ou ce que les autres gens autour de moi ont fait. J'ai quitté l'école à 16 ans. J'ai vécu ma meilleure vie. C'était de longues années sabbatiques. J'ai fait tout ce que j'avais envie. J'ai expérimenté tout ce que j'avais envie d'expérimenter. Du cheval, du cinéma, du théâtre. J'ai fait des voyages, du travail, des vacances. Vraiment, ça, c'est juste un détail de ma vie. C'est vraiment, ça, c'est une version raccourcie de ces 10 dernières années. Mais qu'est-ce que je suis reconnaissante d'avoir vécu toutes ces choses. J'ai vu, j'ai ressenti, mais tellement de choses. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai appris grâce à eux. Et ça, c'est des richesses que je vais garder avec moi toute ma vie jusqu'à ma mort. C'est des choses qui ne me quitteront jamais et qui ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que je vais réussir mes études, parce que déjà, c'est mon choix de les faire. Je suis déterminée et motivée. Et grâce à toutes les expériences que j'ai eues dans mon passé, je suis vraiment, ancrée dans du plomb et je sais que je vais réussir. Parce que j'ai toutes ces richesses dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit, je les porte avec moi chaque jour. Je ne sais pas si ça va te parler, si ça va faire sens, ce que je te raconte là.
Mais c'est quelque chose vraiment qui est important de se dire que les richesses, les plus belles richesses et les plus importantes richesses, elles ne se voient pas à l'œil. Pas du tout. Ce ne sont pas des richesses qu'on voit à l'œil. Et n'importe qui peut avoir ces richesses dans sa vie. Donc je ne sais pas si tu es dans une situation dans ta vie où tu as l'impression d'être décalé par rapport aux autres, d'être en retard par rapport aux autres, mais je te dis que non, tu ne l'es pas. Tu es une personne unique au monde. Tu as une vie unique au monde et une personnalité extraordinaire. Dis-toi que sur des milliards de personnes, il n'y a qu'une personne comme toi et c'est toi. On ne retrouvera jamais une personne comme toi dans le monde. Les gens n'auront jamais plus l'occasion de fréquenter une personne comme toi parce que tu es unique et extraordinaire. Et ton parcours est unique et extraordinaire. Et également, il va te permettre de construire la vie que tu veux, la vie de tes rêves et surtout de devenir plus tard la personne que tu veux être ou que tu as décidé d'être. Et ça, vraiment, je veux que tu t'en rappelles et que tu ne l'oublies jamais. Donc si moi je commence mes études à 26 ans et j'en ai pour 7 ans, j'ai 4 ans de licence, 3 ans d'école de droit, plus l'examen du barreau, tout est possible. Tout est possible et il n'y a pas de retard. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me contacter à travers mon blog. Sur l'article de blog de ce podcast, je vais mettre des photos personnelles exclusives. Tu auras l'occasion de voir ma tête lorsque j'étais jeune, de voir le petit Tango quand c'était un bébé dans mon jardin. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil au blog et de partager aussi cet épisode si tu penses qu'il peut servir à quelqu'un dans ton entourage. Avec grand plaisir, partage-le. Je te souhaite de passer une très bonne journée et d'avoir une très très bonne semaine. Je te dis à bientôt.